Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon âme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, dont la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières, le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Bonjour Annie. Bonjour. Olazábal, de son nom, fille de Michel Olazábal, qui a eu un rôle important de passeur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle va nous raconter un petit peu son histoire. À l'âge de 39 ans, en 1943, il s'est engagé donc dans la résistance. Nous, les enfants, je suis la troisième d'une fratrie de 11, nous avons découvert la vie un petit peu secrète de papa en 1983. Mon père était mort depuis 1 an et un dimanche matin, un de mes frères m'appelle en me disant papa est en photo sur le journal Sud-Ouest. Donc en 1983, donc, ce journal que j'ai précieusement gardé. Voilà. Et on raconte un petit peu, c'est l'interview d'une résistante à l'époque, en 83, qui raconte, qui l'a connue et qui raconte un petit peu sa vie de l'époque. On a eu la chance de rencontrer François Mazou, qui était, avec son frère, qui a créé le réseau Base Espagne. Oui, le réseau Base Espagne. En octobre 1942, qui était un réseau d'évasion, essentiellement. Voilà. Donc, comme tout réseau d'évasion, qui utilisait des passeurs. Ah oui. Voilà. On a eu énormément de... Nous avons écrit aux journaux des évadés de France et ainsi de suite. Et on a eu énormément de réponses. Des personnes qui ont ce souvenir d'être passées telle date, dans telles conditions, bien sûr, et qui nous ont, certains, offert précieusement la photocopie de leur carnet de route, écrit sur le vif, avec une petite écriture fine, avec les émotions qui transparaissent, et c'est bouleversant, c'est magnifique. À 4 heures, les nuages commencent à s'amoncer et une pluie fine commence à tomber. Nous pouvons partir et prenons un chemin qui surplombe les bois et les pentes abruptes. Le guide est en tête. Passage difficile de la passerelle, ça se fait rapidement. Nous remontons encore longtemps.
Le père avance difficilement. On le tire. C'est dur, mais pourtant, tous, autant que nous sommes, n'aurions jamais cru être capables d'un tel effort. Il est environ 6 heures quand nous arrivons dans une cabane de berger où nous avons la bonne surprise de nous voir préparer du lait, du bon lait de brebis bien chaud. Je me réchauffe à l'intérieur de la cabane et écris un mot que rapportera le guide au retour. Nous sommes désormais hors de danger. Et donc mon père était décrit avec un béret, un journal à la main, et le type qui avait le béret, le journal à la main, il ne fallait pas lui parler, il montait dans le bus et plusieurs jeunes suivaient cet homme, disaient ça doit être lui, montaient dans le bus. Ils ne se connaissaient pas entre eux, ou des fois il y en avait 2 ou 3, ils ne se connaissaient pas entre eux. Et le bus démarrait, bien sûr, le chauffeur était un complice. Ah oui. C'était un qui faisait partie d'un certain réseau. Donc il démarrait via Navarinx. On n'entendait pas une mouche voler dans le bus. Personne, tout le monde se testait, regardait, pas un mot. À Navarinx, après chaque exactement, le bus s'arrêtait en pleine campagne. Mon père descendait et les autres, c'est le signal, il faut le suivre. Le type au béret au journal. Et on se retrouve dans la campagne. Et c'était qui ces gens qui partaient? Alors c'était des jeunes qui, la plupart fuyaient le STO, bien sûr, hein, c'était des réfractaires au STO. Il y avait également des juifs. Et, des aviateurs oui, des aviateurs également. On a retrouvé des témoignages où on parle d'aviateurs canadiens, anglais, mais un peu moins, et américains. Voilà. Et arrivé donc, quand ils étaient donc après chaque, ils les mettaient, tous disent la même chose, ils se mettaient dans une espèce de fourré, dans un bois, ils donnaient les consignes, ils disaient à partir de maintenant, on ne parle plus, on ne fume pas, il faut suivre. Certains étaient habillés comme quand on se balade à Pau, hein, voilà. Il y a eu des femmes qui, des petits souliers, une petite jaquette. Ils n'avaient la plupart aucun doute. Ils ne savaient pas à quoi ils s'engageaient. Franchir les Pyrénées, c'est une expédition incroyable. C'est quelque chose. Et puis en toute saison, par tous les temps. L'hiver, la neige, voilà. Les cols sont tous à plus de 2000 mètres. Oui. Donc des conditions très difficiles. Très difficiles. Les patrouilles allemandes. Très physiques. Ah oui, partout il y avait des patrouilles allemandes. Alors, nous nous trouvons un petit peu au-dessus du plateau de Lers, sur un sentier qui était utilisé pour passer en Espagne et qui va grimper vers le col de la Couarde ou celui de Sao Batou. Donc ce sentier a été utilisé par un réseau de passage, un réseau militaire qui était le réseau Maurice, du pseudo de Maurice Mollard, son créateur, et qui regroupait des passeurs émérites, tous habitants d'ailleurs du plateau de Lers, c'est-à-dire les frères Troitino et la famille Lalève, le père Joseph et les 2 fils, sachant que tous les 4 vont malheureusement être attrapés par la police allemande et seront déportés et ne reviendront pas. Alors ce chemin, ce sentier est terrible parce que nous sommes dans le Béarn, le Haut-Béarn, c'est-à-dire que les montagnes sont à plus de 2000 mètres. Donc des approches très importantes puisque les gens descendaient au train de Bedouce. Il fallait une quinzaine de kilomètres pour arriver à l'Esquin. Il fallait ensuite autant pour arriver au plateau de Lers, le traverser. Et au plateau de Lers, où ils étaient environ
à 1000 mètres d'altitude, il fallait encore grimper de 1000 mètres sur 6 km pour arriver au col de la Couarde, très souvent enneigé. Là, on le distingue dans les nuages. Dans toutes les Pyrénées, tout au moins la chaîne des Basses-Pyrénées, il y a eu 33 000 passages, 33 000 évadés de France, c'est-à-dire des jeunes ou des moins jeunes, qui ont servi ensuite dans les armées à Londres ou à Alger. 33 000 passages, c'est autant qu'il y en a eu dans les 4 autres départements mitoyens des Pyrénées. Et il faut quand même rendre hommage à tous les passeurs, parce qu'il y a eu quand même environ 5000 échecs, et 166 passeurs sont morts dans l'exercice un petit peu périlleux de leur travail. Tous ces gens-là, il ne faut pas oublier, assuraient le passage et le lendemain étaient présents sur leur lieu de travail. Donc circuler la nuit avec des gens mal habillés, mal vêtus, en petites chaussures de ville, sous-alimentés, absolument pas entraînés, 1000 mètres en 6 km, c'est dur. Il y a eu des passeurs comme notamment Michel Olazabal qui donnaient aux personnes des espadrilles parce qu'au moins la corde tenait sur la glace. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été... Il fallait une volonté pour passer, une volonté pour quitter la France occupée. Henri Barriot, qui était instituteur à Borse et qui faisait passer les fugitifs de Pau à Borse sur sa moto et qui ensuite faisait la traversée des Pyrénées par Jean Dutèche. Catherine Traille, qui a fait un passage sur cette voie par le col de la Couarde qu'elle faisait avec Théodore Troitino. Au-dessus, on a Albert Lelay, qui était le principal responsable des douanes françaises à Canfranc, et donc qui a camouflé bon nombre de fugitifs avec des doubles cloisons et des passages d'ailleurs de nombreux documents. Là, on voit M. Barriot qui transporte les personnes sur sa moto. On a Jean-Pierre Lalève, Jean-Baptiste Lalève et Léon Lalève, dont on a parlé tout à l'heure, qui ont fait justement les passages par cette voie, cet accès, et qui sont tous déportés. Une série, et puis une série d'images vraiment très bien faites, avec les chasseurs alpins allemands, les évadés qui se retrouvaient entre deux gardes civiles et qui allaient dans une des prisons ou au camp de Miranda des Hébreux. Et c'est où le camp de Mira? En Espagne. En Espagne. Et puis ensuite, on voit l'échange, c'est-à-dire que les Français ou les Canadiens donnaient un sac de blé, des minéraux et autres, et l'Espagne libérait des prisonniers. Et ces prisonniers pouvaient ensuite essentiellement aller sur Londres ou en Afrique du Nord, où ils rejoignaient l'armée, le maréchal Juin, et tout ce qui allait devenir la première armée française par la suite. On a là-haut le passage du Somport par le train vers Canfranc. Puis alors, toute une série de personnages, c'est très très bien fait. Donc là, on était au plateau de Lers. Ouais, où donc des gens ont été arrêtés, là, je vois des... Bon nombre arrêtés, bon nombre sont passés. Et une fois qu'on a passé, on arrive au refuge de la Mina. Plateau de Lers, hop, et là. On a des témoignages qui sont très très poignants, des témoignages écrits où ils disent quand est-ce qu'on sortira de là, on s'accroche aux fougères, il fait froid, on ne sait pas où on va, on a peur, et ils avancent toujours. Ouais. Et il y a des personnes qui voulaient rebrousser chemin. Oui, alors là, c'était ce qui se disait au départ, on doit laisser personne. Il faut absolument suivre.
Tout le monde passe, ouais. Ah oui, absolument, parce que c'était trop dangereux. S'il y en a un qui trouvait que c'était trop dur et qui voulait abandonner, il ne fallait pas le laisser. On ne pouvait pas. Ça mettait tout le groupe en danger, tout le réseau, qui souvent était un sous-réseau, qui pouvait faire remonter à un autre, et il pouvait y avoir des dégâts terribles. Non. Ils ont payé un très lourd tribut, les passeurs aussi. Il y a eu de nombreux passeurs qui ont été tués dans les montagnes ou qui ont été arrêtés. Et eux, ils savaient qu'à partir du moment où ils étaient arrêtés, ils étaient fusillés. Il n'y avait pas de... Tous ceux qui ont été arrêtés sont morts. La reconnaissance des passeurs a été surtout faite par Eisenhower et les pays alliés. Ah ouais. Oui. Parce qu'ils ont sauvé beaucoup d'aviateurs. Or, les aviateurs, c'était quelque chose de très précieux. Et oui. Il y en avait peu. Alors ensuite, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est la présence. J'avais une amie qui était anglaise, et elle me dit, ma mère, elle a été parachutée dans la région pour apprendre aux résistants à se servir d'un émetteur-récepteur. Ah ben j'écoute, il faut que tu me donnes ça, il faut que tu me donnes les documents. Alors, elle m'a donné les documents de sa mère, où on la voit jeune fille, on l'appelait les Fanny Girls, et avec à Londres, et la photo, elle a reçu la Légion d'honneur, et on a fait un mannequin féminin en représentant sa mère, qui, avec un poste radio de l'époque, avec le morse, là, vous savez. Donc voilà. Et après, vous avez tous ces... Je parlais de l'orientation du musée. L'orientation du musée, c'est tous ces Béarnais qui sont partis à l'extérieur. Et on en a ici. Et donc là, il y a une tenue de Special Air Service, là, des gens quand ils rejoignent les SAS en Angleterre, quoi. Donc c'est un mannequin en tenue de SAS. Donc était auprès des hommes. Alors ces relèves, si vous voulez, là on se retrouve avec le président Laval qui demande aux ouvriers d'assurer la relève des prisonniers. Donc il y a des journaux, des originaux, justement pour... Ouais. Je regrette, j'aurais dû m'en occuper tant plus jeune. Alors on arrive dans la résistance ici, où on a les premiers chefs de la résistance. En même temps, on parle de problèmes juifs, les cartes d'alimentation, des trucs comme ça. Donc ça devient de plus en plus dur de vivre ici, sous la dominance allemande. Alors on décide de pas rentrer dans la résistance. C'est ce qui amène un petit peu tout ça, dans la résistance. Les gens étaient... Vous savez, d'abord, c'était un esprit de campagne. Les gens avaient peur. On était malheureux. Il n'y avait rien à manger ou presque. Chacun restait dans son coin. Mais ils ne s'imaginaient pas que moi, par exemple, avec mon rôle de chef de gare, je pouvais faire des choses comme ça. Après, ça c'est sûr, bien sûr. Il fallait le faire. Hein. On avait 18, 20 ans. Hein. Ouais. On ne réfléchissait pas, vous savez, comme maintenant, on était jeunes, on pensait que... Est-ce qu'il y a eu des arrestations dans la gare quand vous étiez? Il y en a eu. Il y en a eu parce que les jeunes se perdaient à un certain moment. Il pouvait y en avoir 5 ou 6 qui descendaient où il ne fallait pas et qui arrivaient à la gare et qui descendaient. Alors là, ils étaient pris par les troupes allemandes qui contrôlaient. Allez, venez avec nous. Alors là, ils les amenaient à la commandature à côté et c'est là on a compris tout ce qui se passait. Alors là, Mais vous avez été témoin de ce qui se passait à la commandanture? Vous avez entendu quelque chose? J'entendais. On entendait tout ce qu'ils leur faisaient. Ils les torturaient, bien sûr. Parce qu'on entendait. Et les jeunes ne se laissaient pas faire. Ils étaient courageux. Quand ils ont vu qu'ils étaient pris et qu'on les faisait aller là, c'était pas loin, hein, la commandature, eh bien, les pauvres, ils avaient le courage, ils criaient « Maman, je vais mourir ». Ils criaient fort. « Maman, après qu'est-ce qu'ils disaient ? Vive la France !» Ils criaient beaucoup ça, « Vive la France !» Et alors, plus ils en disaient, plus ils étaient frappés. À quoi ils les frappaient, ils les torturaient, enfin bon. Mais on n'en savait pas ce qu'il y a, nous, on ne savait pas ce qu'ils en faisaient de ces jeunes. Et de tout ça, là, qu'est-ce que vous retenez maintenant?
je retiens que, je dis d'abord, nous étions jeunes. Donc, quand on est jeune, vous savez, on ne réalise pas comme... on est jeune, on pense que... Bon, mais qu'est-ce que je retiens de tous ces souvenirs qui m'ont marqué quand même. Et je me dis, tiens, tu as quand même fait quelque chose d'utile, quelquefois. La preuve, j'ai quand même sauvé ces jeunes. On leur portait à manger, quand ils restaient là un jour ou deux, on leur parlait, on leur essayait de les... Mon père ne venait pas, parce qu'il ne bougeait pas de chez lui. D'abord, il était blessé. Et puis... Mais moi, j'étais confrontée tout le temps entre mon travail et entre ce qui se passait, que je pense que je ne réalisais pas bien, voyez. Je crois que j'ai eu de la chance. Puis une bonne étoile au-dessus. Voilà, parce que je partais autrement, et vite. Et alors, je ne sais pas la Cette histoire, oui. Vous l'avez beaucoup racontée ou bien c'est resté non? Non, non. Non, parce que c'était lourd à dire, vous voyez. Maintenant, je le dis parce que c'est la fin. Je suis au bout de ma vie, c'est fini. Un soir, la Gestapo est arrivée. Ils étaient là, toujours, avec leur voiture. Il y en a un qui me dit, bon, quand le train est passé, vous montez dans la voiture. Moi, j'ai dit, ça y est, il y a quelque chose. Alors, j'étais là, le train est parti, et j'étais sur le quai. Et alors, ils m'ont dit, voilà, vous montez en allemand dans la voiture. Et je montais, et je me suis assise, j'étais bien obligée dans la voiture. Et au même moment est arrivé un douanier allemand, parce qu'il y avait des vieux douaniers allemands, vous savez, qui mettaient quand même là, je sais pas. Il a pris le gars de la Gestapo par le bras, il lui a dit en allemand, tu laisses cette fille, elle n'a rien fait, je vais t'expliquer. Alors, comme ils étaient un peu comme ça, il m'a lâché, il m'a dit, descendez, on verra demain. Mais c'était qui ce personnage qui vous a dit c'était un ami? C'était Le personnage qui nous a dénoncé, on l'a vu après. Ah oui, mais celui qui vous a sauvé, c'est qui vous a Et dit? celui qui m'a sauvé, c'était un Allemand. Ah oui. C'était le douanier allemand. Moi, j'ai été sauvé. Tandis que ma camarade, ma fille, elle a été déportée. Ils l'ont prise, ils l'ont amenée. Donc c'était grâce à ce douanier, quoi. Grâce à ce douanier. Et votre amie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est partie en déportation. Heureusement, c'était la fin. Elle est revenue, mais dans quel état, elle m'a dit. D'ailleurs, elle est morte après. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'être comme ça dans un musée de la Résistance? C'est-à-dire que maintenant, voyez-vous, je suis au bout de ma vie. Hein, je sais que d'un moment à l'autre, je vais m'éteindre. Et alors, ça me fait que, je vais vous dire, je crois que je garde encore un peu de mes facultés. Oui, je ne sais pas m'exprimer, mais ce que je dis, je l'ai vécu. Et ça me touche toujours, d'une part. Et alors, ce que vous venez de me montrer, et tout ça, ça me touche encore plus. Je me dis, mais c'est pas possible. On va dire à des jeunes de nos jours ce qui s'est passé et tout. Mais je dis, c'est bien, il le faut. Je l'aurais souhaité, ça, vous voyez. Je trouve qu'il faut le dire, le témoigner, pas l'écrire toujours. Quelqu'un qui l'a vécu et qui le témoigne, c'est un peu plus... je sais pas. Alors, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est... Voyons. Votre père doit être fier de vous, quand même. Le pauvre, il y a longtemps qu'il est mort. Non, oui. mais à la fin... Oui. Ah oui, ah oui. Et il avait peur pour moi, parce qu'il s'est dit... il voyait ce qui allait arriver.
mais il me voyait lancer, il voyait aussi que je le faisais de bon cœur et que j'étais à droite aussi. Il fallait être un peu, oui. Mais mon père m'a guidé, il m'a dit, si tu peux faire quelque chose, fais-le, il me dit. Mais après, il vous a remercié, il vous a Ah dit... oui, après, quand ça s'est terminé, oui, ça s'est terminé comme ça, il m'a dit, bon, c'est fini, ils t'ont pas prise, heureusement, et ça va. Tu t'as bien fait, il me dit, il le savait, je prenais mon vélo, j'allais chercher les autres, les passeurs et tout, et concocter ce qu'il fallait faire. Non, non, il était fier, mon père. Il voyait que j'étais patriote et que je le suis encore, je vais mourir patriote. C'est le seul français. Bien. Ah oui. Est-ce que je peux vous poser une question Mais oui, d'aujourd'hui? mais oui. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans un musée de la résistance et de la déportation à Pau? Ah ben ça nous fait... Ça nous fait bizarre, pour Oui, tout dire. bien sûr, oui, parce que Tout bizarre parce que c'est le passé, c'est tellement loin. c'est tellement loin, oui. Madame a 93 ans, moi j'en ai 95. C'est un passé lointain, mais lorsqu'on en On a parle, nos souvenirs. nous sommes émus, ça nous Oui. touche. Hein, il y a Oui, quelque chose qui se ah passe oui, là dans le cœur. oui. Mais Oui, parce que j'ai eu des c'est déjà camarades loin, tués, c'est le des passé. étudiants, oui. Et On avait pourtant, tous vous le en même parlez âge. comme si c'était aujourd'hui. oui, Ben, oui. parce que ce qui est curieux, c'est ce que me dit ma Peut-être qu'on ne filleule. peut pas oublier. Elle a dit, parrain, quand tu en parles, tu le revis. Oui, Et effectivement, quand nous en parlons, on revit le passé. oui, On a été pendant des décennies sans y penser. oui. Et puis en prenant de Oui, l'âge, oui. ça Plus on remonte. vieillit, plus Et on y puis pense. grâce à vous, Oui, qui posez des questions, oui, oui. on n'aurait pas de réponse à donner. Non, parce que pendant on des oublierait. années, on nous a oubliés. Voilà. Oui. Et puis nous, c'était fini. C'était fini. On avait mis Oui. un mouchoir dessus, c'était terminé. Et puis grâce à vous, ça revient, ça remonte, on en parle. Et on revit ce qu'on a vécu. Ah oui. En se posant des questions d'ailleurs par moment. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais pourquoi il a fait Ah ça? oui, c'est vrai. Et alors on réfléchit et on cherche à comprendre. Moi, c'est le soir. Mais que je pense. c'est utile quand même, c'est utile. Vous Ben, trouvez bien pas? sûr, Ah oui. bien sûr. Et justement, vous aussi, On est-ce que revit. vous aurez un message à passer aux jeunes de nos jours qui vous écoutent? Ben, c'est pas la même mentalité, hein, c'est pas du tout Puis, pareil. On ça ne peut va pas peut-être comparer finir. la mentalité il y a 75 ans maintenant que... Non, 60 Oui. Je On vous peut pas dirai avoir- ce que je vous dis toujours Quand quand, on est- je fais des conférences. Quand on est... Vous auriez fait comme nous. Oui, peut-être, oui. Vous auriez fait comme nous. J'avais 17 ans et demi, ben oui. très exactement, quand j'ai quitté ma Moselle natale. D'accord. Car les hasards de la guerre ont voulu que, en 1940, la Moselle et l'Alsace soient annexés, chose qu'on ne nous avait pas dit. À preuve, mon père, qui était au chemin de fer, a été envoyé par la France à Forbach. Et la famille a suivi. On n'imaginait pas qu'un jour on ferait de nous des Allemands, Ah oui, car ça n'était pas prévu dans les accords d'armistice. d'accord. C'est un des scandales énormes. Hitler était prêt à tout pour que les gens soient calmes, pour qu'on ne l'attaque pas au plan politique. Et il s'est réservé de nous dire que nous étions allemands à partir du début 1942. Un beau jour, on a vu apparaître sur les murs des affiches disant « On vous a fait l'honneur de faire de vous des Allemands », ce qui était déjà une surprise. « Vous aurez l'honneur de servir sous les armes de l'armée allemande ». Alors là, c'était une mauvaise surprise. D'ailleurs, en passant, nous étions des Volksdeutsche et non pas des Reichsdeutsche, autrement dit des Allemands de seconde zone. Mais pour aller mourir au front, ça n'avait pas d'importance. On pesait tous le même poids. Et les Américains ayant débarqué en Afrique du Nord, les Allemands ont occupé toute la France. Alors pour moi, ou bien ils me prenaient et on me fusillait, comme un soumis, ou bien je partais par l'Espagne. Je suis donc parti en Espagne, là, une belle frontière aussi. Le 1er janvier, c'est-à-dire en hiver, j'ai traversé les Pyrénées, imaginez, dans la neige, avec des chaussures basses, des chaussures de ville.
Bon, j'avais quand même des vêtements chauds et un manteau chaud. Et je me souviens, il y avait avec moi une femme juive qui avait fui l'Allemagne, qui était donc clandestine, et qui nous a demandé de l'emmener. C'est à travers la gendarmerie de Prats-de-Moyau. Et je me souviendrai toujours, je la poussais dans la montée, elle dérapait. Mais moi qui avais l'habitude de la neige, car en Lorraine il y avait beaucoup de neige, je savais comment grimper sur le... Oui, dans la neige, en marquant mes pas à pas. Et je grimpais comme ça. Et je poussais cette brave femme. On a réussi à traverser la montagne. Mon père faisait partie de la résistance et puis il a été dénoncé par une voisine. Donc les gendarmes sont venus perquisitionner chez moi. Ils ont tout fouillé, tout ça. Et puis, comme ils n'ont rien trouvé, mais mon père était déjà fiché à la commandature, alors c'est moi qui ai pris le relais. Pour les lésions. Quel était votre rôle dans la résistance Eh bien, j'étais pas trop au courant parce que j'étais encore à l'école, moi. Je connaissais pas encore, c'était en 1943. Alors, il me donnait des messages que j'allais porter à droite et à gauche. Et puis, il avait son meilleur camarade qui était pharmacien, qui était pharmacien à Guingamp, qui était chef de réseau. Son frère aussi était chef de réseau. Et donc, je suis rentrée comme ça. Et puis, je l'ai retrouvé après. Il était mon capitaine quand je suis rentrée à la 2e compagnie de Maquisard. Et puis, il m'a donné des missions à faire. Et en fin juillet 1944, parce que le maquis où M. Muller avait été parachuté avait été attaqué. Et donc, il y a eu plusieurs morts, donc des camarades à moi qui avaient le même âge que moi. Je vais dire comme ça, parce que vous aviez de la peur, vous aviez de l'inconscience. Comment c'était, oui? Les deux, beaucoup d'inconscience, parce que j'étais jeune, hein, j'avais pas 18 ans, j'avais que 17 ans. Et, bon, et au retour, j'ai été arrêtée par les Allemands. Alors, ils m'ont demandé les papiers, la déclaration du vélo, enfin tout ce qu'il fallait. Et il y avait toute la section allemande là, qui était mitraillée au point. Et je suis repartie au maquis, et le soir, ils nous ont attaqués. Monsieur Muller, vous non plus, vous avez jamais eu peur? Vous aviez peur? Vous aviez, enfin... Non. Non, on n'avait pas peur, non. On dit que c'est être fou que de ne pas avoir peur, oui. Mais ceux qui ont peur, malheureusement, ont ils sont pris, quoi. Ce petit défaut d'hésiter lorsqu'il faut appuyer sur les détentes. Résultat, ils se font tuer. Alors j'étais de ceux qui n'hésitaient pas. Ouais. Non, l'officiellement qui m'a arrêté, là, j'étais en vélo, il m'a dit promenade, mademoiselle. Je suis partie. Ma mère a joué un rôle, on parle de mon père, mais elle a joué un rôle quand même. Alors, elle ne savait pas tout, parce que c'était sa sécurité et la sécurité de tellement d'hommes que de ne pas savoir. Ouais. Mais elle faisait elle-même, sur sa table de la cuisine, des faux papiers pour les juifs, pour les gars qui fuyaient le STO également. Alors, quand on l'a faite parler, quand on a découvert tout ça, elle nous racontait, oui, c'était Dubosc, Éloi Dubosc, son pseudo c'était Gabadou, je crois. C'est ça, exactement. Voilà. Et qui lui fournissait les papiers de la préfecture. Je pense qu'il était à la préfecture. Il était à la préfecture. Voilà. Il faisait partie du NAP, c'est-à-dire les services de noyautage des administrations publiques, voilà. Qui était une autre forme de résistance. Alors ma mère donc était, pendant que mon père faisait ses passages aux allées de Morlas, à Pau, et elle faisait donc les fausses cartes d'identité. Alors elle nous disait... elle n'était pas très instruite, elle n'avait pas beaucoup voyagé, donc elle ne savait pas trop de noms de villes. Alors elle disait, je leur mettais tous des noms basques et des noms de villages basques. Tous c'était des basques. Il n'y avait que des basques. Voilà. Et ils passaient avec leur carte d'identité. Donc même si ça s'est moins su,
Elle a fait de la résistance, Ouais, maman. ouais. Voilà. Ben, elle fait partie de ces très nombreuses femmes qui ont fait des faux papiers, qui ont hébergé les gens comme Madame André Laromé, qui avait un pseudo Rose, à Meillon. Et ces femmes-là ont eu un rôle énorme dans la résistance. Et malheureusement, elles ne sont dans aucun livre, on n'en parle pas, elles n'ont pas été mentionnées. Mais sans elles, personne n'aurait pu faire tout ce qu'il a fait. Mais donc le rôle du musée, c'est quand même de mettre en valeur toutes ces... C'est ce que nous essayons de faire, ce qui explique pour la première fois des mannequins féminins. Avec Annie, on essaye de les mettre davantage en valeur. C'est bien parce que j'en ai un juste en face de moi maintenant. Voilà. C'est très Elle bien. est anglaise, mais bon. On lui pardonne. Alors, nous sommes à Rébénac, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Pau, qui était la principale cache d'armes des maquis de toute la région. Ce qui fait que le 10 juin 1944, quand les inspecteurs de la 17e brigade de la police de sûreté de Pau ont été plus ou moins avertis que la Gestapo allait faire une descente et les arrêter, ils se sont tous regroupés sur le maquis de Rébénac. Ce maquis comprenait une douzaine d'hommes sous la direction du commandant Garroc, et les 20 inspecteurs qui se sont échappés se sont réfugiés ici. Ici, les structures étaient relativement peu importantes, donc ils se sont cachés à l'orée du bois. Ils étaient, comme on l'a vu, donc environ 32. Ils se sont construits des abris de fortune ou mis dans quelques petites cabanes qui existaient à ce niveau-là. Ce bâtiment qui s'appelle l'œil du Ness, qui est la résurgence du Ness, servait également de cache d'armes. Comment dire, ils prenaient aucune précaution apparemment là, pour se planquer là. Non, les précautions étaient très légères puisqu'ils étaient presque en bordure de route, hein. Ils étaient à une cinquantaine de mètres. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout mesuré l'importance de la situation actuelle. À partir du moment où les troupes qui étaient stationnées à Pau, les troupes allemandes, n'ont pas réellement cherché à combattre dans ce coin. Tous les combats se sont faits beaucoup plus sur le nord de Pau, vers Portette, vers Iguersouy. Là, il s'est trouvé que cette colonne qui arrivait, très importante, qui arrivait de Louvie-Juson, est une colonne qui venait de Toulouse. Parce que les éléments en Pau étaient insuffisants pour combattre les maquisards. Cette colonne était très aguerrie. Elle avait combattu dans les Hautes-Pyrénées. On sait que dans les Hautes-Pyrénées, la division d'Asraïch a fait de gros massacres. Donc c'était des hommes qui étaient aguerris, qui savaient se battre, mais qui étaient totalement inattendus. À l'époque, à part la TSF, il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication. Donc les maquisards ici ne pensaient jamais voir ces gens-là. Et ils ont été surpris par cette colonne. Et je dirais qu'ils s'en sont relativement bien sortis, puisqu'il y a eu Eugène d'Or qui a été tué, les 3 qui ont été faits prisonniers et Fauvel, un autre inspecteur, mais lui n'a pas été fusillé immédiatement. Et alors ces 3 inspecteurs ont été torturés, fusillés, et ils sont enterrés à Hydron. Oui. Donc ce qui est particulier aussi, c'est que c'était là ça montre la résistance de la police. Ça montre la résistance de la police, une résistance qui était précoce, puisque le commissaire divisionnaire était Spotti, et très tôt il est rentré dans le réseau que l'on appelait le NAP, c'est-à-dire le noyautage des administrations publiques, qui était dirigé par Honoré Barada, et ce service
permettait justement, que ce soit par le biais des postes de la police, de se tenir au courant de tout ce que les Allemands avaient plus ou moins prémédité et d'avertir les forces. Donc le commissaire Spotti était très précocement entré dans la résistance, et à part quelques éléments douteux, on peut dire que la grande majorité de la 17e brigade faisait partie de la résistance. André Lathuske, c'est lui là. Il est dans quoi là? Dans un groupe de... Il est dans un groupe de maquisards, le groupe du lieutenant Bertrand, qui appartient au corps franc-Pommiès et qu'il a rassemblé le 6 juin 1944, tu vois, aux Marinières, parce qu'ils étaient prêts à partir au combat. Voilà, là il y a ces papiers, ces attestations. Je les remettrai. Parmi tous ces papiers, là il y a des attestations. Une qui a été signée par Valdeyer, qui était ex-Maurice, qui était le chef des FTP de Naï. Donc quand il est arrivé, il a fait partie des FTP. Voilà. Et après, du général Pommiès, quoi, il a appartenu de mi-avril 1944 à 16 juin 1944 à la section Bertrand, qui appartenait au bataillon de Carrère, et ensuite à l'équipe de destruction Mercier, pseudonyme Free, qui lui était dans le sabotage. Alors, dites-moi. Bonjour André Lathuske. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors vous étiez résistant pendant la guerre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu votre parcours pendant cet itinéraire. Alors déjà, vous étiez où au début de la guerre? Alors, en 1940, je me trouvais à Biarritz. Qu'est-ce qui vous a déterminé, qu'est-ce qui a donné le déclic pour entrer dans l'armée? Le déclic, c'était simple. Je suis d'un milieu communisant, donc la voie était toute tracée. Hein. On n'avait pas le choix. On ne nous a pas laissé le choix. Ni le choix, mais c'est une question de tempérament également. Je suis orphelin de guerre. Mon père est mort gazé de guerre de 14-18. Parce que dès que les Allemands sont arrivés, il n'y a plus rien eu. Les boutiques ont fermé, les magasins ont peint en blanc leur devanture. Vous ne trouviez même plus de quoi bouffer, du jour au lendemain. Donc vous avez été toujours accueilli ou vous étiez obligé de vous cacher? C'est-à-dire, c'est venu après ça, là, le manque de liberté. C'est le premier contact, ils sont très discrets les Allemands. Ils nous ont donné des aubades. Le samedi, on avait droit à un passe-rue avec musique. Ils étaient charmants, charmants. Seulement, dans la même journée, ils faisaient une rafle sur le bord de la mer et on voyait les gens disparaître. On ne savait pas où ils partaient. Et c'est arrivé pour de mes copains. Ils s'appelaient Delvaille. Ils étaient propriétaires à Biarritz d'une agence de voyage Coq, une grosse boîte. Et puis les Delvaille, du jour au lendemain, ils ont disparu. Et on a appris que dans la nuit, les Boches s'en étaient occupés. Mais parce que c'était des résistants ou C'était des Juifs. Ah oui. C'était des Juifs. Et votre premier combat? C'est pas des combats proprement parler, c'est des coups de main. D'accord. On n'était pas en mesure de faire un combat, de mener un combat. On n'était pas en mesure. Parce que pour un combat, il faut un fusil mitrailleur, il faut une mitrailleuse, il faut des fusils mitrailleurs en nombre, et puis il faut quand même... je crois que la voilà. La voilà, là c'est, voilà. Alors c'est ça la boîte de conserve? Voilà. Quand vous aviez ça, vous vous disiez, putain, surtout quand on la démonte, l'arme principale, c'est ce ressort.
C'est tout. C'est tout. La pièce principale, quoi. La pièce principale. Et on voyait ça arriver. Mais au point de vue armes, vous n'avez pas eu que ça. Parce que je crois que vous avez eu une orientation un peu différente après. Vous n'êtes pas orienté vers le sabotage? Oui, mais c'est pas bon, on m'a choisi. C'est que vous étiez bon alors? Oui, bon, j'étais un peu casse-gueule. Alors comment sortir de la Stène pour aller au sabotage? C'est quand même complètement différent. Oui, mais c'est une formation. Alors là, j'ai eu une formation. On s'était aperçu que je m'infiltrais facilement. J'étais solitaire. D'abord, il faut dire une chose, j'étais un combattant assez solitaire. C'est-à-dire, je partais quelquefois tout seul pour faire un coup de main, après avoir eu l'autorisation avec mes chefs, parce que quand même, il fallait rendre compte de ce qu'on voulait faire de la mitraillette et 2 chargeurs ou 3 qu'on demandait. Hein. Alors, ça fait que Ils vous ont orienté vers une autre spécialité, le sabotage. Une autre spécialité. Saboteur. Et comme j'étais solitaire, c'est un peu le but de la manœuvre, quoi. Dans la manœuvre. Et moi, je me suis passionné pour le sabotage, pour le piégeage. Piéger. J'adorais piéger. Et ça commençait par prendre une grenade, la dégoupiller, la poser par terre et la bloquer avec un caillou de façon que la cueillère ne s'ouvre pas. Et mettre à côté une pierre avec une suspente, souvent des anciennes suspentes de parachute, et 15 mètres plus loin, tirer pour faire tomber le caillou. Et puis, d'accord. Et la cueillère était opérationnelle. Mais vous aviez des instructeurs pour ça? Ah oui, bien sûr. Je crois qu'il y en a un qu'on connaît bien. Enfin, moi je ne l'ai pas connu, mais... Free. Ah, Free. Free, c'était mon chef. C'était un garçon qui était... C'était son nom de guerre, Free. Free, c'est son nom de guerre, oui. Et puis son nom, c'était... Mercier, capitaine Mercier, commandant Mercier. D'accord. Et on était tous très jeunes. Moi, j'avais pas 20 ans encore. Et Free, donc, c'était mon copain. Mais vous êtes alors venu... J'ai retrouvé ça assyrisé dans les Deux-Sèvres, l'endroit où il était enterré. Oui. Vous avez retrouvé Free alors? Free, oui. Mais malheureusement, il était dans un cimetière. Oui. Free, parce que dans la résistance, on ne se salue pas, hein, on n'appelle pas bon capitaine, ou alors il fallait vraiment que ce soit un truc officiel. Autrement, on s'appelait par nom, on se tutoyait, et on était des copains. Et c'était notre poste de commandement. Et de là, nous avons mené une opération qui a eu pour effet de mettre 14 pylônes de CNCF hors d'état, de neutraliser l'équivalent de 4 km de voies ferrées en faisant tomber 14 pylônes sur la voie ferrée à la Bastille de Montrégeau. Ce qui a empêché, jusqu'après la libération, le trafic normal. Il a été neutralisé, il n'était plus que sur une voie. Donc là, c'est le gros coup, quoi. C'était le gros coup, c'était le dernier gros coup. Je me souviens bien, vous avez eu des problèmes après. On vous a arrêté. Ah oui, on m'a arrêté, oui. Ouais. Ils vous ont emmené où alors, là, après? Ils m'ont amené à la caserne. À la caserne Bernadotte, à la prison. Il y avait une prison dedans? Oui, il y avait un quartier... Carcéral, quoi. Carcéral, oui, avec des prisons. Il y avait 6 cellules et une cellule qui contenait 30 et quelques... Prisonniers, quoi. Quoi. Et de là, après? De là, après... Ils vous ont emmené autre part? Au casino, quand ils ont dégagé la caserne Bernadotte. Ils nous ont rassemblés, on nous a foutu les menottes aux pieds, les menottes aux mains, et on nous a trimballés à travers Pau, et on atterrit au cave du casino municipal de Bernadotte, où il y a une plaque... Enfin, casino Beaumont, quoi. Beaumont, oui. Beaumont. Il y a une plaque à la mémoire des camarades qui ont été tués. Ah oui, vous avez des camarades qui ont été tués là? Oui, 9.
Et vous avez survécu J'ai été mis en pièces. Hein. J'étais mis en pièces. C'est ce qui m'a peut-être sauvé. Enfin, d'autres ont voulu que ce soit d'autres personnes. Et ça, c'était juste avant la libération de Pau. C'est à la libération de Pau. À la libération de Pau. Oui. Mais comment vous en êtes sorti de cette prison? Ah ben on m'a sorti de là, la police française. Je ne pouvais pas marcher, moi j'avais été esquinté, j'avais été abîmé là. Hein. Alors de cette époque-là, qu'est-ce que vous retenez? Quelque chose de particulier? Non. Bon, à dire que je ne vais pas poser de questions sur l'humain, c'est tout. Ah oui, c'est la vie. Oui. Et vis-à-vis des Allemands? Il y a eu pire. Hein. Non, je parle des Allemands, je ne parle pas des nazis. Hein. Oui, non, mais il y a eu des gens qui n'étaient pas du tout allemands et qui ont été pires que les nazis. Hein. Mais je crois même que dans la vie après civile, vous avez retrouvé un Allemand, non? Oui, Ostercher. Qui c'était ce monsieur? Ostercher, c'était l'interprète de la Gestapo et le gars qui m'avait chatouillé les oreilles. Et je l'ai retrouvé comme interprète à Capsieux, au camp américain de Capsieux. Il a réussi sa reconversion, lui, après la guerre. Eh bien voilà, belle histoire, belle histoire. Comme nous l'a dit André dans son interview, il a eu beaucoup de chance de pouvoir finir la guerre vivant, sachant qu'après son séjour à la caserne Bernadotte, il a été transféré dans les caves du casino de Pau qui servait de géole. Voilà le casino. Nous étions le 19, le 20, Pau était libéré et c'est ainsi qu'il a eu la vie sauve, telle qu'il nous l'a raconté dans son récit. Mais en fait, les principaux interrogatoires étaient menés à la Villa Saint-Albert, qui était le siège de l'Amt 4, c'est-à-dire la ZIPO, la Sicherheitspolizei, qui regroupait deux entités, la Gestapo, Geheime Staatspolizei, et la Kriminalpolizei. Elle est là. Voilà la fameuse Villa Saint-Albert. Et comme on a pu le voir en visitant les caves, on a retrouvé quand même encore beaucoup d'inscriptions de personnes qui sont passées par là, certains qui ont été libérés, d'autres qui ont été envoyés à Toulouse et qui ont été fusillés comme Henri Fraisse et Henri Lacabane. Donc on voit le nom, bien souvent le lieu d'arrestation et parfois les dates pendant lesquelles ils ont séjourné dans les caves. Oui, Henri Fraisse a été arrêté avec son ami Henri Lacabane. Ils ont été arrêtés donc par la Gestapo, emprisonnés, on voit plusieurs jours à la Villa Saint-Albert. Ils ont subi des interrogatoires très brutaux. Ils n'ont jamais parlé et donc ils ont été dirigés sur la prison Saint-Michel à Toulouse où ils ont été fusillés. Alors il s'agit de M. Albert Ducos. M. Albert Ducos tenait le café du centre sur la place du Froirail. Ah oui. Et c'est là que se sont réunis tous les anciens membres de la SFIO, donc Honoré Barada, Ambroise Bordelongue, Albert Ducos, et ils ont décidé le 20 juin 1940, c'est-à-dire 48 heures avant l'armistice, de créer le mouvement Liberté qui deviendra le mouvement Combat. La libération du département et la libération en particulier de Pau s'est passée sans aucun combat. Les Allemands sont partis sans un coup de feu et systématiquement en emportant le convoi de miliciens. Il y a eu un accrochage
qui a été malheureux pour 2 hommes, mais qui aurait pu être dramatique pour la résistance. Ce jour-là, 2 jeunes FFI, dans leur vieille camionnette, transportaient de l'essence qu'ils devaient amener en traversant Pau au Corfranc de Pommiès. Et en arrivant devant le garage La Campagne, ils sont tombés sur un barrage qui était tenu par la Luftwaffe. Les 2 jeunes voient le barrage, bon, tout excités par la situation, ils forcent le barrage et en passant devant le garage, ils envoient 2 grenades à l'intérieur. Évidemment, les Allemands ont riposté. Ils avaient une automitrailleuse équipée en plus avec des MG40 qui étaient garés devant. Ils ont fait feu sur la pauvre camionnette qui était très poussive. Le conducteur, Jacques Guéret, a été blessé très grièvement à la jambe. Il a perdu le contrôle de la voiture et la voiture s'est écrasée dans le croisement. Ce qui est très important à ce moment-là, c'est que sur cette petite portion de rue de 200 ou 300 mètres, il y avait, de la rue de Liège, il y avait au numéro 23 pratiquement toutes les sommités de la résistance qui s'étaient réunies dans un appartement dont l'intérêt était d'avoir une sortie par derrière, s'étaient réunis pour discuter des lendemains de la libération. Alors il y avait Honoré Badrada, Bordelong, le futur préfet Baillot, le responsable de Bayonne, Pierre Faure, enfin énormément de monde, Cassagne, Pourrette. Et quand ils ont entendu cette énorme fusillade, ils ont cru que c'était pour eux qu'ils avaient été. Et puis finalement, ils ont vu que les Allemands couraient dans tous les sens, mais ne s'intéressaient pas du tout à leur appartement. On pourrait penser qu'il s'agit d'une comptine pour enfants, mais en réalité c'est une allégorie, car les paroles originelles décrivent la condition d'un petit veau que l'on mène à l'abattoir et constituent un parallèle avec la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce chant s'intitule Donna Donna. Parlons de Juste. Juste sont les personnes qui ont hébergé
protéger des Juifs réfugiés à Pau ou dans les Basses-Pyrénées ou ailleurs dans en territoire occupé par les Allemands sous Hitler, et dont ces mêmes réfugiés ont demandé à l'État d'Israël de reconnaître officiellement ceux qui les ont secourus au péril de dénonciation, d'arrestation, les habitants qui renseignent les personnes pourchassées, les maires qui font des vrais faux papiers, qui détournent les inspections vichistes, les bonnes sœurs qui recueillent les enfants israélites. Et je cite la communauté de Castetno-Comblaud, dont le maire est ici, je crois, ou va venir. Personne n'a révélé aux autorités la présence de ces enfants juifs parmi eux. Mais tous les enfants n'ont pas vécu cette période tragique de la même manière. Et là, nous parlons de ceux qui ont pu se cacher dans notre département. La perception de la guerre est totalement différente, comme en témoigne le récit que m'a fait Guy Friedman, dont nous parlera la famille Cazenave un petit peu plus tard, après moi. Alors, je vous lis juste sa lettre, il m'a envoyé un petit courrier, dans lequel il me dit « J'avais 7 ans en 1943 et j'ai vécu 3 ans à Soumoulou, une enfance exceptionnelle, de découverte et d'amitié qui perdure et de sens de la responsabilité. L'école avec M. Bousquet, la pêche aux écrevisses dans l'Ous, la chasse à la palombe avec mon parrain, les moissons et la vie dans les fermes où mon père s'employait. Certes, l'inquiétude des parents devait m'être perceptible et les mises en garde et les interdits nombreux. Surtout quand mon père a dû se cacher pendant 1 an. Jean Cazenave a trouvé et a conduit mon père dans des fermes sûres dans toute la région. Ma mère et moi étions protégés par Marie Cazenave, Madame Ourcade, les Duranton et bien d'autres qui connaissaient les périls et les menaces et ont montré la plus grande discrétion et un courage certain. Certes, je ne devais parler de rien et éviter certaines personnes, mais ces interdits m'apparaissaient comme une normalité à laquelle je me suis facilement plié. J'étais responsable d'un jeu dont je ne mesurais pas la portée. Voilà, c'est la lettre qu'il m'a envoyée. Mais je vais vous citer juste une phrase toute simple de Serge Klarsfeld qui résume bien, je pense, tous nos propos. C'est la sympathie sincère de l'ensemble des Français qui a assuré la survie de 75% des Juifs, ainsi que leur solidarité. Toute la population participe à l'accueil et à la protection des réfugiés. Chaque hameau constitue une enclave de protection silencieuse. Et si vous regardez la médaille des Juifs, c'est écrit en hébreu, mais ce qui est écrit, c'est « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier ».